Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, changement de format, je vais vlogger un petit peu pour te montrer un petit colis que j'ai reçu et surtout, ça va me permettre de répondre à une question que tu m'envoies très souvent. Alors, tu sais quoi? Suis-moi. Comme tu le sais, j'aime bien te faire visiter. Hop, ce serait pas les lots pour les Western Line, ça? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, et ben le mieux, c'est quand même qu'on l'ouvre. Oh, oh, des collards. Un tactical bag. Un sandbag taille M, bon, on y reviendra plus tard. Et un petit gilet. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'il y a là-dedans. Me mens pas, je suis au courant que t'adores me demander comment elle est la barre que j'avais, etc. Mais je me suis dit que quitte à faire une petite présentation, c'était un petit peu mieux de montrer les produits des copains. Alors tu sais quoi? Suis-moi un petit peu dans ce vlog. On va commencer par déballer ce fabuleux carton et on en parle un petit peu plus précisément après. Ce que je peux te dire, c'est que c'est galère tout seul. Voilà, donc étape 1 terminée, c'est parti maintenant pour une petite explication ensemble. Bon voilà, aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans mon salon, j'ai changé de setup, mais ça me donnait l'occasion d'avoir un petit peu plus de place et surtout de pouvoir vous présenter enfin une vraie barre de cross-training. Voilà, parce que vous êtes beaucoup à me poser la question sur « ouais, c'est quoi ta barre, pourquoi t'as acheté celle-là, etc. » Et c'est vrai que je me suis dit que ça serait pas bête d'enfin vous présenter un produit. Alors comme vous le saviez, avant j'avais une autre marque. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je préfère simplement vous présenter la marque d'amis à moi. Donc Florent de Fit & Rack est un de mes meilleurs amis. Je présente ces produits qui pour moi sont d'excellente qualité. Et en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Donc voilà, c'est important parce qu'il y a pas mal d'arguments quand on cherche justement à acheter une barre d'haltérophilie pour pouvoir s'entraîner chez soi. On voit des stades de partout et il y a surtout de tous les prix. Vous pouvez avoir des barres à 100 €, des barres à 200, là, comme là, 220 €. Et après, vous vous retrouvez avec des prix qui explosent, du genre 600 € la barre. Alors, on peut être tenté de se dire plus c'est cher, mieux c'est. Alors oui, peut-être des fois, pas sûr dans d'autres cas. Est-ce que pour autant, c'est l'utilité que vous allez en avoir? Alors je me suis dit que cette vidéo en mode guide d'achat, ça pourrait être sympa. Donc si toi aussi, tu as envie d'acheter une barre d'haltérophilie parce que tu sens le confifi qui va arriver dans pas longtemps, tu devrais peut-être écouter tout ce que je vais te dire maintenant. Il faut savoir quand même que quand on décide d'acheter une barre d'haltérophilie, c'est qu'on a envie vraiment de s'investir. Pourquoi? Voilà, tu as la réponse. Ça prend vraiment beaucoup de place. Donc moi, je sais pas si tu as remarqué dans le setup de mes vidéos, parce que ça va repartir dans le même truc. C'est avec les poids et la barre qui est derrière moi, on est un petit peu serré au bout d'un moment. Mais ça te permet de t'entraîner dans vraiment de bonnes conditions. Alors attention, il faut aussi pouvoir s'installer et en toute sécurité. Parce que si tu rates un snatch et que tu défonces ta télé, c'est peut-être pas la meilleure solution que t'aies et tu risques de te faire engueuler par ta femme ou par ton mec selon si t'es une femme ou un homme qui pratique ce sport. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais, mais c'est pas possible sur ma vie. Là, vous avez une barre homme type entraînement, donc de chez Fit & Rack. Il y a la version femme. Qu'est-ce qui caractérise une barre femme? Elle est un petit peu plus courte et surtout, le diamètre de la barre pour un homme, c'est 28 mm. Pour une femme, c'est 25. Mais quand vous voulez passer à l'achat de votre barre, il y a quand même pas mal de trucs que vous regardez les différentes marques. Donc là, il y a Fit & Rack. Avant, comme je vous l'avais dit, j'avais des Sveltus. Vous avez aussi des barres Eleiko, des barres Rogue. Voilà. Vous avez plein de stats. Comment arriver à s'y retrouver un petit peu et surtout à comprendre? Parce qu'on va vous dire toujours des trucs toujours plus. Maintenant, est-ce que c'est utile? On commence par une chose, les roulements. Donc, dans les barres Fit & Rack hommes, il y a 4 roulements de chaque côté. Pour les barres femmes, il y en a 3. C'est des roulements à aiguille. Pourquoi c'est pas des roulements à billes? Simplement parce que si c'est des billes, quand vous allez dropper, en fait, le choc va être en un point
de votre barre et ça va tout faire exploser. Quand vous avez des roulements à aiguille comme cela, en fait c'est des espèces de lignes, donc c'est mieux réparti. Pour ceux qui se demandent quels sont les roulements qu'il y a dans cette barre, c'est des roulements type SKF. Je vous laisse faire votre recherche si ça vous amuse, mais voilà. Au niveau de ces roulements, d'ailleurs, vous allez en retrouver deux types selon les barres. Donc comme ici, comme je vous ai dit, c'est des roulements à aiguille, mais aussi des marques qui n'ont pas du tout de roulement. C'est juste une bague en bronze. Alors attention, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Pour les barres qui ont des roulements à aiguille, vous allez avoir une rotation des manchons qui est beaucoup plus fluide que ceux qui ont une bague. Donc normalement, dans ta tête, tu dois te dire putain, c'est trop cool, il faut que des roulements à aiguille. Oui, peut-être. Mais si tu prends une barre qui a une simple bague, certes, elle va peut-être tourner moins bien, mais niveau durée de vie, eh ben, elle est supérieure. Donc tu pourras vraiment lui en mettre plein la gueule, ça devrait aller. Voilà. À toi de faire ton choix selon ton utilisation. Donc déjà, j'espère que c'est clair pour toi sur ce point. Maintenant, une deuxième stat qu'on voit partout, les PSI. Je connais pas ce mot-là. Tu vois ce coefficient qu'on voit 190 000, 200 000, etc. sur les barres. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de simplifier un petit peu parce que moi on me l'a expliqué de manière simple. Alors le but c'est que je fasse pareil, tu vois. C'est simplement son coefficient de déformation élastique. Alors qu'est-ce que c'est la déformation élastique? C'est la capacité de ta barre à reprendre sa forme quand tu vas la tordre. Alors est-ce que tu tords ta barre? Ça dépend le poids que tu mets dessus. Tu vois, tu as déjà remarqué sûrement quand quelqu'un fait un squat lourd ou alors un soulevé de terre qui est assez puissant, et ben la barre elle a tendance à se courber un peu. Alors ces PSI vont indiquer la capacité de ta barre à retrouver sa forme originale après une déformation. C'est une déformation élastique comme j'ai dit. Si tu dépasses cette force, et là ta barre va arriver dans ce qui s'appelle une déformation plastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta barre ne reviendra plus à sa position de départ. Voilà. C'est pour ça que des fois, dans certaines salles où il y a des barres de merde, ben tu as des barres qui sont courbées parce qu'elles ont dépassé leur coefficient de déformation élastique et donc ça a donné une déformation plastique. Boring. C'est un petit peu comme un ressort. Au bout d'un moment, ton ressort, il marche bien et si tu l'étires trop, il reste comme ça. Ben là, c'est pareil. Alors là, normalement, dans ta tête, tu dois te dire « Oh putain, je veux absolument une barre avec plein de PSI, comme ça, elle est ultra élastique, je peux mettre plein de poids. » Ouais. Ça va te coûter plus cher aussi. Surtout, moi ce que je te conseille, c'est de ne pas voir le plus haut, mais surtout de voir le plus bas. Il faut absolument pas que tu achètes une barre en dessous de 180 000 PSI. Sinon, tu vas avoir une barre ultra raide et ça va pas t'aider du tout dans tes mouvements. Et ça, tu le retrouves souvent dans les barres à 100 € qui sont vraiment pas chères, en mode haltérophilie comme ça, qui sont un peu plus grosses d'ailleurs, elles sont pas normées, des fois elles font même pas le bon poids. Et si elles sont si peu chères, c'est qu'il y a une raison. C'est carrément des vrais bouts de fer qui n'ont aucune tension élastique. Donc quand tu vas être avec ton squat, ça va pas du tout être agréable. Voilà, donc fais attention. Si à un moment on te donne ces coefficients, il vaut mieux rester dessus. Pour savoir qu'une barre est correcte pour le cross-training, 190 000 PSI, c'est plutôt la norme. Après, quand tu fais de la compète, il y a des barres qui sont à peu près à 200, 220 000 PSI, comme par exemple la barre de Fit and Rack qui est au-dessus, la barre compétition. Pourquoi elle a plus de PSI? Simplement que normalement en compétition, tu charges plus. Donc pour éviter que ta barre elle claque, voilà. Donc il y a un peu plus de résistance, simplement. Et c'est là où tu dois être intelligent parce que est-ce que toi, tu risques de déformer une barre? Je veux dire, si ton PR au squat c'est 100 kg, clairement, t'es pas obligé d'aller si loin. Maintenant, si tu commences à faire de la force athlétique, ouais, là, il faut que tu prennes une barre costaud. D'ailleurs, on va quand même parler un petit peu de la construction de ces barres. Parce que il y a plein de trucs qu'on peut remarquer, notamment le grip qui est différent sur toutes les marques. Là, tu vois celui que je te montre là à l'écran, donc Fit and Rack, il est assez fin, il est assez agréable et il t'arrache pas. Il y a certaines barres qui sont faites pour faire de la force et qui ont un grain qui est beaucoup plus agressif. Donc effectivement, ta main elle va pas bouger dessus, hein. Mais si tu commences à cleaner, à faire des thrusters en grand nombre, il y a des chances que tu te transformes en petit parmesan vivant. Donc pour une barre de cross-training, clairement un grain fin c'est plutôt pas mal. Il y a aussi des autres barres où tu vas retrouver ici un grip qui est au milieu. Donc là pourquoi il n'y en a pas? Encore une fois, si tu clean, quand tu fais des thrusters, tu n'as peut-être pas envie que ici ça te raye. Je veux quand même aborder un truc parce qu'on est entre nous et qu'il n'y a pas de tabou sur le prix des barres. Là on est sur une barre qui est au-dessus de 200 €. Clairement c'est à peu près le tarif que vous allez trouver pour les barres en général de cross-training. Mais il y a aussi des marques qui font du très haut de gamme et qui peuvent aller jusqu'à 6, 7, 800 € la barre. Qu'est-ce qui justifie que le prix soit si haut? Déjà la provenance de la barre. Parce que comme vous voyez ici, on va pas se mentir, c'est une barre qui a été faite made in China.
Pour autant, c'est pas un truc qui est fait à la chaîne et qui est envoyé, c'est tout le monde pareil. Pour assembler une barre comme ça, il y a un gros cahier des charges. Et par exemple, Fit & Rack ont leur cahier des charges avec leur nombre de roulements, le grain qu'ils veulent, etc. Donc c'est les barres, c'est la marque qui décide comment elle veut faire sa marque. Quand vous avez des marques qui sont un peu plus chères, parfois elles ont choisi de ne pas les faire fabriquer en Chine. Et il y a une marque, par exemple suédoise, qui fabrique tout là-bas. Donc déjà, la main d'œuvre et tout, c'est pas la même. Ça augmente forcément le prix de votre barre. Parce que faut imaginer une chose quand même, vous avez aussi la recherche et développement, le prix de création. C'est une barre, c'est pas seulement le coût de revient de l'alliage. C'est comme pour un téléphone. Vous avez un iPhone, vous dites pourquoi ça coûte 1000 €. Ben, tout simplement parce qu'il y a le prix du téléphone, peut-être ça va coûter 200 € à fabriquer. Et le reste, ben, c'est de la recherche en développement, il y a le marketing, il y a tout ça qui est dedans. Il faut y compter. Ben, là, c'est pareil. Ensuite, quand vous avez des marques qui peuvent être très très chères, mais ça peut aussi être des marques qui sont qualifiées pour les compétitions. C'est-à-dire que leurs barres, elles sont vraiment toutes pareilles, elles sont calibrées de la même façon, il y a une variation de poids qui est minime, voilà, il y a des trucs qui sont un petit peu plus précis. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'une barre parfaite pour ce qu'on fait nous au CrossFit? Ben, certains diront oui, dans ce cas-là, allez sur des barres qui sont très très chères, c'est ce que vous avez besoin. Maintenant, pour la majorité des gens, ils verront absolument pas la différence. Je suis certain que toi, à ta box, tu n'as jamais vu la différence entre deux marques différentes de barres. Et pourtant, je t'assure qu'il y en a au niveau de l'équilibrage, au niveau de la répartition, etc. Mais dans un WOD, finalement, on s'en fout. C'est pas ça qui va te faire s'acheter plus fort. Mais en fait, comme je te le répète tout le temps, le nerf de la guerre dans tout ça, c'est d'arriver à comprendre de quoi tu as besoin. Si tu vas aux Games, alors forcément, bon déjà tu seras sponsorisé donc tu n'auras pas vraiment de problème, mais si tu as besoin de matériel de haute qualité, si tu fais de la force athlétique, si tu fais des compètes, voilà, c'est des besoins spécifiques. Nous, dans le CrossFit, moi, enfin en tout cas personnellement, je préférerais acheter une barre moins chère et acheter plus de bumpers à côté que de claquer 600 balles dans une barre et de devoir faire des exercices barre à vide. C'est une question de point de vue. Parce qu'avoir une barre c'est bien, mais pouvoir l'équiper aussi c'est mieux. Alors bon, forcément il y a les bumpers, mais ça je te les présenterai dans une prochaine vidéo. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est comment tu vas attacher ta barre, tu vois. Alors moi j'ai de la chance parce que Fit & Rack c'est des copains et ils m'ont fait mes super collards personnalisé. Alors tu vas avoir le gros plan là, mais en gros voilà, il y a mon petit nom dessus, voilà, je trouve ça sympa. Maintenant, donc, tu peux te les faire, hein, c'est disponible sur le site, mais j'ai aussi ceux-là qui m'ont envoyé, et donc c'est les collards pro de chez Fit & Rack, tu vois, ils sont solides aussi, et surtout, bah, tu vois que ça tient. Pourquoi je dis quand même de faire attention aux collards que tu utilises? Bah simplement quand tu commences à faire des touch and go et que tes poids ils se barrent de part et d'autre, bah c'est ultra relou. Alors n'hésite pas, claque 10 balles de plus, achète des bons blocs disques, mais au moins tu es sûr que ça bougera pas. Alors après tu peux te taper un gros délire comme ceux-là avec, avec ton petit nom dessus, je sais qu'on aime bien ça si tu as envie vraiment de te faire un gros kiff, mais prends des trucs solides. Si tu commences à acheter des services qui sont d'Amazon à 5 € là, il y a des chances que tu fasses vite la gueule et qu'à la fin t'en rachètes. Ça paraît assez bête comme ça, mais en voulant faire des économies, au bout d'un moment on achète de la merde, on le défonce et on finit par acheter le truc de qualité. Résultat, ton premier achat, eh ben, il est gâché. Dernière chose que je voulais t'expliquer par rapport à l'achat d'une barre, c'est comment la stocker et en prendre soin. Parce que si dans 6 mois ta barre elle est dégueulasse, rouillée, parce que tu n'y as pas fait attention ou que tu as fait de la merde, bah c'est con de dépenser tant d'argent pour avoir finalement un truc que tu vas pas utiliser parce que ça sera dégueulasse. C'est pas faux. Il faut la nettoyer à chaque fois que tu l'utilises. Mais pourquoi? Parce qu'on est tous des brutes à vouloir utiliser de la magnésie quand on fait des exercices d'haltéro. Donc certes, ça marche bien, moi ta main ne bouge pas et tout. Mais il faut savoir que la sueur plus la magnésie, ça fait une espèce de réaction chimique et ça va bouffer ta barre. Donc si tu veux que ta barre elle soit toute rouillée, bah laisse-la comme ça à la fin de tes WOD et t'es bien niqué. Donc achète une petite brosse avec des poils en plastique, enlève la magnésie, nettoie bien et ta barre elle fera que durer dans le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Bah forcément, tu te doutes bien que tu ne dois pas la mettre au milieu de la flotte, sous la pluie, etc. Si ton garage il est mal isolé, qu'il est très humide ou que c'est dans une cave, bah pareil, change d'endroit parce qu'au bout d'un moment, bah, ta barre elle va prendre cher. Mais là, il faut vraiment que ce soit humide et dans de mauvaises conditions. Donc après, même toi pour t'entraîner, ça sera pas top à mon avis. Maintenant, est-ce qu'il faut démonter sa barre, huiler à l'intérieur les roulements et tout? Moi, en tout cas, les gars de Fit & Rack, ils m'ont dit que
99% du temps, il n'y en a pas besoin. Après, si ta barre, effectivement, elle prend la poussière tout le temps, il y a peut-être un moment où tu en auras besoin. Ce qu'il faut absolument pas faire, c'est mettre de la graisse dedans. Pourquoi? Parce que la graisse, ça colle et surtout ça va attirer encore plus de poussière. Si vous voulez améliorer l'état de votre barre parce que voilà, elle couine un peu, vous pouvez mettre de l'huile, alors genre la WD-40, dans cet endroit. Voilà, tu vas le voir en vidéo. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut faire. Après, à toi aussi de ne pas la dropper inutilement à vide, de ne pas l'exploser n'importe comment, d'utiliser des bons bumpers. Alors, pourquoi il faut utiliser des bumpers et pas des poids en fonte bien durs, surtout quand tu fais du cross-training? Si tes poids ils sont durs et qu'ils n'ont pas d'amorti, ça va directement faire vibrer toute la barre. Donc déjà, c'est pas agréable pour toi quand tu le fais, mais au-delà de ça, tu risques surtout de casser tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est pour ça, même quand toi tu es dans ta box, qu'on te dit il faut pas dropper avec des poids de 5, il faut pas dropper à vide, il y a une raison, c'est que sinon ta barre elle prend grave cher. Et le type de bumper que tu vas utiliser a toute son importance dans ces cas-là. Si tu utilises des bumpers qui sont très durs, il faut utiliser des dalles amortissantes. Comme ça, le coefficient d'amorti que tu n'as pas avec les bumpers, tu l'as grâce aux dalles. Si maintenant tu as des bumpers qui sont bien en caoutchouc, là il n'y a pas de souci, tu peux l'utiliser sur une dalle en béton. Bon, le must quand même, c'est toujours avoir des dalles pour sécuriser, ça évite de faire de la merde. Et les vibrations, c'est pas que pour ta barre, c'est aussi pour ton bâtiment, pour la dalle de ton garage, de chez toi. Voilà, évite de tout niquer, même pour les voisins, je pense qu'ils seront contents. Tu vois, avec le nombre de questions que j'ai eues sur pourquoi tu as cette barre, est-ce qu'elle est disponible? Donc au moins tu le sais. Je te mets le lien en description si tu veux avoir cette barre. Elles sont disponibles donc pour les hommes, pour les femmes. Si tu as envie de te faire un petit kiff, il y a les barres de compétition qui arrivent. Il y a aussi une version avec une petite couleur, donc il y a la série Willy George, Kako, etc. que tu peux retrouver. C'est quoi la différence avec ces barres? C'est simplement qu'il y a un traitement à la céramique au niveau de la couleur. Alors, c'est pas juste on a pris une bombe de peinture et on a fait une ligne dessus. Non, c'est pas du tout. C'est un traitement spécifique de la barre pour que la couleur, elle se défonce pas quand tu vas lui donner des coups. Sinon, c'est un peu dommage si tu te retrouves avec des rayes tout de suite. Mais c'est notre finition. Là, tu as une finition chrome. Tu peux avoir des finitions du coup de toutes les couleurs. À toi de choisir. Moi, je préfère te présenter ce modèle-là parce que, comme je te dis, je préfère toujours parler des copains. C'est toujours plus sympa. C'est des barres qu'on utilise en box et beaucoup de personnes les utilisent. Elles ont un tarif qui est attractif. Elles sont résistantes. Donc, pourquoi se priver? Donc en tout cas, j'espère que ce petit review de matos t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis. Si tu as fait un achat pareil, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Comme ça, je pourrais voir que j'ai servi à quelque chose pour une fois. Voilà. Et puis, si t'es pas adaleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, il y a les liens en description. Si tu veux porter les couleurs de Waste, il y a le store, il y a le Tipeee si tu veux aider encore plus à développer la chaîne. Bientôt, les résultats des West Online apparaîtront. Il reste que quelques jours pour poster vos résultats. Et puis j'ai envie de te dire, on se retrouve nous chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.